Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Matière à construire, le podcast qui vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui bâtissent le monde de demain. Et dans ce nouvel épisode, c'est à Paris, au cœur du 15e arrondissement, que j'ai eu le plaisir de retrouver notre nouvelle invitée. Architecte urbaniste, auteure, elle est également depuis le mois de juin dernier la nouvelle présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Christine Lecomte nous a ouvert les portes de son bureau pour parler d'architecture, du sens de son engagement et des défis qui attendent la profession. Rencontre avec une femme de conviction qui a bien l'intention de faire bouger les lignes. Christine, je le disais en introduction de ce podcast, vous avez été élue au mois de juin dernier présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Vous occupiez auparavant la fonction de présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Quel projet, quelle vision vous avez envie de porter pour la profession ? Je pense que nous avons un vrai besoin de réconcilier l'architecture et les citoyens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'architecture, elle est dans notre quotidien, elle est au jour le jour, elle façonne notre vie. Et que je pense que depuis quelques années, on l'a un peu oublié, on a un peu mis de côté, on s'est moins rendu compte que l'architecture apportait des solutions. Et il me semble que ce 21e siècle, entre les enjeux écologiques extrêmement forts, pénurie de ressources, canicule et gestion climatique, mais également perte de biodiversité, nous oblige à repenser notre rapport à nos habitats et que du coup, l'architecture comme solution m'apparaît une évidence, moi, en tant qu'architecte, et j'ai envie de faire passer ce message pour qu'on utilise mieux la discipline de l'architecture dans la construction de nos villes. Concrètement, on fait quoi ? Concrètement, je pense qu'il va déjà falloir qu'on abandonne un certain nombre de choses. Et ça, c'est très compliqué. Par exemple, aujourd'hui, on est accro à une forme de construction extrêmement neuve, tout le temps. On a un besoin, on construit neuf. On a un besoin, on s'étale sur les terres agricoles. Il y a des préalables qu'il faut qu'on abandonne. Donc, la notion d'étalement urbain, abandonnons. La notion de forcément faire table rase du passé, démolir et reconstruire neuf, abandonnons. La notion de déchets, trop important dans le bâtiment, 66% des déchets en France viennent du bâtiment. Donc, comment on fait aujourd'hui pour que nos bâtiments existants deviennent des ressources ? Comment est-ce qu'on fait pour construire une architecture de circuit court, un peu comme l'alimentation ? Et ça, je pense que ça peut parler aux auditeurs, c'est extrêmement clair. Ça veut dire apporter des matériaux qui sont à proximité, qui viennent de nos territoires, qui sont façonnés par des artisans et des savoir-faire locaux. Et là, je pense à la terre, par exemple. On a 15% de notre patrimoine en terre en France. Je pense à la paille, je pense au lin, je pense au bois. On a énormément de filières disponibles. Et finalement, on se dit souvent, il faut préserver la nature, etc. Mais non, en fait, c'est la nature qui va nous préserver. Donc aujourd'hui, notre vrai rôle en tant qu'architecte, c'est de faire cohabiter des systèmes et c'est de créer en fait des habitats pour l'homme qui ne détruisent pas notre habitat collectif. Donc faire cohabiter la nature et l'homme. Exactement. C'est le projet à très long terme. Et c'est un projet qui est dans une vision, on va dire, d'anticipation, qui demande d'entraîner tout le monde et qui aussi nous questionne sur le rôle, par exemple, de nos décideurs politiques aujourd'hui, qui ont souvent des visions extrêmement quantitatives et électoralistes, et on ne peut pas leur en vouloir, sur des quinquennats, par exemple, mais qui oublient d'anticiper. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut plus vivre sans l'anticipation, parce que tout va très vite. Alors évidemment, là, on a des événements récents autour de la pénurie de pétrole qui tout de suite nous rappelle notre dépendance à la voiture quand on s'étale et qu'on crée des villes qui ne correspondent pas finalement à ce qu'on devrait faire pour répondre aux défis écologiques. Voilà, on est dans un système où on oublie des choses très simples et notamment, par exemple, qu'en 2100, on n'aura plus de plage si on continue à utiliser autant de sable. En 2100, on aura 20 jours de canicule mortelle par an pour 74% de la population. Et on a aujourd'hui des métropoles qui s'affaissent sous le poids des bâtiments. Je pense à Jakarta. Donc on est sur des constats qui nous obligent à une forme de réaction. On ne peut plus faire l'autruche. On a des solutions déjà parce qu'on peut rééquilibrer les territoires. Donc peut-être ne plus prôner un seul modèle qui serait celui de la mégalopole. Là, je parle au niveau mondial. Mais donc de travailler peut-être à équilibrer ça. On sait qu'il faut être beaucoup plus en lien avec la nature, de considérer ce qu'on a déjà, réhabiter ce qu'on a déjà. On sait aussi qu'on a des solutions en termes de réchauffement climatique naturel. La ventilation naturelle, l'utilisation de matériaux qui ont ce qu'on appelle une inertie thermique, donc qui captent la chaleur et qui la restituent
constitue la nuit. Et là, tout le monde peut avoir la sensation d'un mât provençal quand vous rentrez alors qu'il fait très chaud dehors. L'épaisseur des murs nous garantit un confort d'été, on n'a pas besoin de clim. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est revenir à un urbanisme et une architecture du confort, de la sensation, de l'usage, et non plus de l'image comme non plus nous le prônaient les images de synthèse pendant des années. Vous êtes vous-même architecte urbaniste. Oui. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette profession ? C'est étonnant, mais avant d'être architecte, je suis aussi gymnaste, et donc c'est le rapport à l'espace. Quand on bouge son corps et qu'on évolue avec les mouvements, on a une perception de l'espace dans les gymnases, de la lumière aussi qui arrive quand on doit récupérer son cerceau, etc., qui fait que il y avait une appétence pour la création de lieux et pour être bien dans les lieux. Et puis, au-delà de ça, je pense qu'il y avait une appétence pour la géographie et pour la compréhension de ce que voulait dire la ville. Et c'est vrai que j'ai étudié le grec ancien. Dans le grec ancien, et puis même à l'école, vers les CM1, CM2, on étudie la ville grecque. Et si on revient aux fondamentaux, on se rend compte que la ville, c'est comme une forme de spatialisation de nos politiques. Et donc, quand moi j'ai eu 18-20 ans, je me suis dit, j'ai envie de faire un métier qui soit à la fois de la sociologie, de la création, de l'histoire, de la construction. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, l'architecture regroupe cette complexité. Et là, il y a un vrai intérêt parce que finalement, on découvre tous les jours, on innove tous les jours. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'est-ce qui est innovant en architecture. L'architecture est par essence même innovante. Et puis, on est là pour faire du bien aux gens. Et je crois que c'est primordial, c'est-à-dire c'est une question de soin. Et je pense qu'aujourd'hui, et chez les jeunes architectes, c'est extrêmement perceptible, la notion de soin, de refabriquer du lien par les lieux avec les gens. C'est ça qui nous anime. Et c'est un peu le sens des valeurs et de l'engagement. Je vais rebondir sur ce que vous dites, vous parlez des jeunes. Je sais que vous êtes aussi maître de conférence à l'ENSA, on dit l'ENSA ? Voilà, l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. Donc vous êtes en contact direct avec la jeunesse. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui de ce métier ? Ils veulent quoi ? Ils veulent aller vers quoi ? Alors en fait, on n'enseigne plus l'architecture, en tout cas moi, mes propres enseignements, je les enseigne plus comme il y a 15 ans. C'est-à-dire que les jeunes ont énormément évolué, ils sont extrêmement informés, à la fois extrêmement connectés, mais à la fois extrêmement volontaires ils savent très bien pourquoi ils veulent faire ce métier. S'il y a 15 ans, c'était plus compliqué, on était encore entre la star et l'architecte aidant. Aujourd'hui, c'est clair, l'architecte, ils savent tous que c'est pas un métier où on gagne particulièrement bien sa vie, mais par contre, c'est un métier où on peut améliorer la vie des gens. Et alors, en 5e année, on a un module sur les valeurs et l'engagement. Et là, moi, je leur demande, mais qu'est-ce qui vous anime dans votre métier ? Et la dernière fois, j'ai eu 170 réponses différentes. Et ça fait une forme de claque, parce qu'il y en a qui veulent s'investir dans les matériaux locaux, dans le soin dans les pays en développement, dans le développement d'habitats modulaires pour accueillir les réfugiés. Il y en a même qui se penchent sur l'architecture de guerre. On a vraiment un panel de façons de travailler sur le vieillissement. Comment est-ce qu'on invente des nouvelles typologies qui ne soient ni l'EHPAD, ni la résidence pour personnes âgées totalement fermée, mais comment on fait pour créer de l'intergénérationnel ? Qu'est-ce que ça veut dire une crèche au XXIe siècle ? Voilà, ils se partent tout azimut et on se rend compte qu'en fait, on est vraiment dans ce basculement où finalement, on est obligé de passer d'une société extrêmement individualisée, où on pouvait s'étaler, où on pouvait consommer, à une société où on va être obligé d'être dans le partage. Ça nous oblige aussi à un urbanisme du partage et ça re-questionne nos processus, ça re-questionne notre métier, ça re-questionne notre façon de fabriquer les choses. Alors justement, toute cette transformation, vous le disiez, elle nécessite des nouveaux enseignements. Elle nécessite certainement aussi d'accompagner un certain nombre d'architectes qui sont déjà formés aujourd'hui. Comment vous allez faire ça ? C'est le message politique qu'on porte, hein. Moi je ne vais pas le cacher, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous avez des hommes ou des femmes politiques qui nous disent on va faire de l'expérimentation pour transformer les bureaux en logements, on va faire de l'expérimentation pour... Moi j'ai envie de leur dire, mais mesdames, messieurs, regardez autour de vous. Aujourd'hui les architectes savent faire des bâtiments passifs, des bâtiments à énergie positive, on sait fabriquer des bâtiments totalement neufs avec du vieux, on sait réinventer, recréer à partir d'un existant, on sait faire énormément de choses qui
demande pas à être forcément de l'expérimentation ou du démonstrateur, on utilise beaucoup ce mot-là, mais plutôt aujourd'hui de leur faciliter la fabrique de cette ville différente et qui finalement fait un quart de tour où les habitants prennent leur place, parce que si les habitants nous aident pas à façonner les lieux, les habitants ne peuvent pas s'imprégner et être acteurs des lieux. Et donc il y a une vraie manière de travailler qui change la programmation ouverte. Moi je pense à l'architecte Sophie Ricard par exemple, à Rennes, qui travaille en habitant quasiment le lieu. C'est un engagement extrêmement fort. Donc voilà, ce que j'essaye d'exprimer auprès des pouvoirs publics, c'est cette volonté de pouvoir changer d'échelle de fabrication, mais aussi de comprendre que l'architecture est une discipline de création. Et quand on doit faire mieux avec moins, la création est inestimable en termes de valeur, mais également que l'architecture est une solution aux crises, l'une des solutions, et que finalement on a besoin d'une stratégie. Et que cette stratégie et ce plan d'action, pour l'instant, il est inexistant dans les programmes politiques. Vous êtes aussi auteur. Vous avez publié au mois de février dernier un ouvrage, Réparons la ville, propositions pour nos villes et nos territoires. Donc c'est le titre du livre que vous avez coécrit avec Sylvain Grisot. Pourquoi le choix de ce mot, réparer ? C'est à la suite peut-être de la lecture d'un ouvrage de Maëlys de Kerangal qui s'appelle « Réparer les vivants », où plus que le livre en lui-même, le titre avait fait tilt pour moi. Je m'étais dit, c'est clair qu'aujourd'hui, quand on est dans un acte de réhabilitation, on est aussi en train de réparer, et ça va plus loin que le physique, ça va dans quelque chose qui est dans l'analyse forte de qu'est-ce que c'est que la ville. Donc quand on dit « réparons la ville », il y a déjà ce premier facteur. Le deuxième facteur, c'est l'envie de rappeler à nos lecteurs la forme de fierté qu'on peut avoir quand on arrive à réparer quelque chose. Et je pense au vélo, par exemple, tout simplement. Si vous arrivez à réparer votre vélo, si vous vous rappelez de ça, en fait, il y a tout de suite une forme de ah, mais je sais faire. Et ce « je sais faire », c'est quelque chose qu'on a oublié dans le XXe siècle. Il suffit de lire La convivialité d'Ivan Illich pour très bien le comprendre. Et j'en reparlais hier avec Thierry Paco sur ça. C'est vrai que pour moi, il y a vraiment cette compréhension de ce qu'on fait. Et donc, la réparation, c'est ne pas oublier de considérer ce qu'on a déjà, de le réévaluer, de le réinventer. Donc, ça va plus loin que réparer et mettre un bout de rustine, on est bien d'accord. C'est trouver, à travers la créativité, une manière de réinventer notre quotidien en partant de l'existant. Dans ce livre, justement, vous proposez des solutions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, en fait, alors déjà, c'est un livre qu'on a pensé qui est ni un livre d'architecture ni d'urbanisme. Hein. C'est un livre qui est vraiment grand public parce qu'on n'utilise pas de jargon, on explique. Ceux qui sont déjà dans le métier vont y trouver peut-être certaines choses qu'ils portent déjà et puis d'autres qui vont faire le lien. On l'a voulu un peu comme un système qui nous permette d'aborder l'ensemble des sujets qu'on trouve importants et qui part en fait d'un chapitre qui dit ce qu'il faut qu'on laisse derrière nous, la fin de la ville facile et comment on doit se questionner sur les préalables à abandonner. Donc ça, déjà, c'est un petit peu compliqué. Et après, on part dans les directions qui nous semblent intéressantes. Alors, ça va de l'architecture de circuits courts dont je vous parlais tout à l'heure, à la relation de la nature et de la ville, à la qualité de ce qu'on construit en termes de logement. Moi, je dis souvent pas de densité sans qualité, notre dépendance à la voiture aussi, qu'on aborde énormément, la rue aussi, la notion de rue et la notion de comment est-ce qu'un enfant est aujourd'hui beaucoup moins libre dans la ville qu'un enfant de 1950. Voilà, il y a une série de chapitres et puis on a travaillé le livre avec des récits pour qu'on puisse s'imprégner de situations concrètes, avec des chiffres, avec des explications et avec effectivement, selon les chapitres, des propositions qui sont des propositions assez larges, hein, mais qui peuvent ensuite être transformées soit en propositions législatives, mais également en... Voilà, tout un chacun peut s'en saisir et c'était ce qui nous semblait évident. Puis on a un dernier petit chapitre qui est assez romancé sur une projection dans le futur qui nous invite, nous, citoyens, habitants, acteurs de la construction de 2022, à se poser la question de concrètement, est-ce que je regarde le train passer ou est-ce que je me débrouille pour faire quelque chose pour mes enfants et je monte dans le train ? Alors nous, en tant qu'usagers de la ville, qu'est-ce qu'on peut faire justement ? Concrètement, aujourd'hui, je prends l'exemple d'un jeune couple qui s'installe à la campagne, qui se dit je vais faire construire
Aujourd'hui, cette démarche de faire construire, elle questionne quand on voit qu'il y a du bâti existant qui est à réhabiliter. Donc oui, c'est plus compliqué, oui, il faut se faire accompagner, oui, c'est militant, mais finalement pas beaucoup plus que quand on allait au départ créer des AMAP. Donc oui, la question de l'architecture, la question de savoir ce qu'on peut faire comme habitant, elle démarre là. Ensuite, c'est aussi travailler sur cet esprit de convivialité, cette notion de partage. Et on va tous devoir changer un petit peu. Un petit peu, ça veut dire, pourquoi pas avoir une buanderie commune quand on habite dans les villes ou partager une voiture. Globalement, c'est aussi retrouver le sens de l'intérêt collectif. J'ai une question très, très simple, alors, parce que moi-même, je ne connais pas assez bien cette différence. Quelle est la différence entre un architecte et un urbaniste ? Alors, un architecte n'est pas forcément urbaniste et un urbaniste n'est pas forcément architecte. Déjà, l'urbaniste travaille exclusivement sur la ville, mais il peut avoir plusieurs formations. Il peut être urbaniste géographe, il peut être urbaniste paysagiste, il peut être urbaniste écologue, il peut être juste urbaniste parce qu'il a fait une formation un peu généraliste, urbaniste aussi réglementaire, et puis il peut être urbaniste architecte. L'architecte, par essence, dans notre cursus de formation, nous avons des modules d'urbanisme. Voilà, de l'histoire de l'urbanisme, des projets urbains. Donc, on aborde cette dimension que l'on peut compléter par des diplômes ensuite ou par des formations ou tout simplement en allant travailler en cabinet d'urbanisme. Donc, aujourd'hui, c'est des professions étroitement liées. La différence principale, c'est que l'urbaniste finalement n'est pas un titre protégé et donc n'importe quelle personne qui aurait une formation, on va dire, universitaire dans un domaine proche de la ville peut aujourd'hui porter le titre d'urbaniste. Voilà. Mais par contre, le titre d'architecte, lui, il est protégé. Un peu comme les médecins, parce qu'on a une responsabilité extrêmement forte sur finalement la santé de nos territoires, la santé aussi et la protection des publics qui nous oblige à respecter un code de déontologie, d'être assuré, d'avoir un devoir de conseil et d'indépendance vis-à-vis de nos maîtres d'ouvrage, de notre client. Et puis on se forme tout au cours de notre vie. Effectivement, moi je vois, ça fait 17 ans que je pratique. En 17 ans, j'ai fait des formations tous les ans. Ça ouvre l'esprit. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'un architecte ne peut pas signer un permis de construire sans avoir une vraie relation à la compréhension de ce que, en touchant à un bâti, il fait dans la ville. Et c'est la grande différence peut-être avec nos ancêtres d'il y a 30 ans, ou même peut-être 20 ans, où on était plus dans l'objet. Et aujourd'hui, il y a une vraie vocation à retrouver une place, notamment près des élus. Il y a des villes dans le monde qui sont pour vous des modèles à suivre ? Il y a beaucoup de villes qui m'inspirent et qui nous donnent en fait de l'espoir. Après, ce qui est difficile, c'est d'imaginer qu'un modèle puisse se faire ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la solution, vous voyez, moi je parle beaucoup de solutions, mais je ne vous en donne pas beaucoup comme ça en exemple, je pourrais vous en donner, mais en fait, elles sont forcément très territorialisées. Parce qu'on n'a pas les mêmes ressources, parce qu'on n'a pas la même géographie, parce qu'on n'a pas la même population, parce que finalement, la société n'est pas la même. Donc aujourd'hui, par exemple, je prenais la ville d'Helsinki tout à l'heure, il y a énormément de choses qui se font à Helsinki, mais il y a des choses qui se font à Paris aujourd'hui, sur les cours Oasis, il y a des choses qui se font à Nantes. Par exemple, dans une zone d'aménagement qui s'appelle Pirmil-les-Îles, où finalement, au lieu de commencer à se dire combien de logements on va créer, les aménageurs ont commencé par dire on veut utiliser des matériaux de proximité, donc on va d'abord travailler sur les filières locales avant de voir ce qu'on peut construire. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses qui se font. Je pense à des petits villages aussi, comme Langouette en Bretagne, ou des maires qui ont décidé de prendre les choses en main et qui, sur un ou deux aspects, fabriquent une ville différente. Et tous ces exemples nous prouvent que c'est aussi la conjonction entre un territoire et des acteurs qui fabriquent les solutions. Vous êtes optimiste ? Je suis à la fois optimiste, mais je suis surtout combattante. Je pense qu'on est dans un métier où les pionniers demandent une forme de respect et que, en ayant la chance de représenter les architectes aujourd'hui, j'ai cette humilité de vouloir les porter ceux qui ont haut et fort l'intérêt public au cœur. Donc je suis optimiste parce qu'il y a des solutions. Là où je suis plus pessimiste, c'est que les pionniers, pour passer des pionniers à tous, ça demande un énorme effort qui demande vraiment de savoir emporter tout le monde avec soi. Je crois par contre que les habitants l'ont compris. Je veux dire, quand on parle avec tout un chacun,
On est même capable de faire comprendre pourquoi le modèle du pavillonnaire aujourd'hui en construction neuve questionne. On est même capable de faire comprendre ça, et même à des jeunes qui vont acheter un pavillon, parce que globalement, on est tous touchés par des crises. Et donc, on a aujourd'hui soit vécu le confinement de manière traumatisante, soit compris qu'une canicule, c'était un problème, soit vu la pénurie d'essence. Donc, on est passé dans une ère où on est capable de comprendre. Et c'est triste parce que c'est venu d'événements douloureux, mais du coup, ça me fait prendre confiance pour qu'on puisse construire un avenir plus collectif. Merci Christine. Merci beaucoup à vous. Et merci à tous et à toutes d'avoir été à l'écoute. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle rencontre.